Voilà, je suis très heureux de vous présenter Siam, danseuse berbère, danseuse kabyle, qui va nous partager l'histoire de son peuple kabyle et une histoire en particulier qui va nous accompagner, qui va nous envelopper dans cette émerge matinale au début et à la fin de l'événement, avec aussi de la place pour la danse. Voilà, je la remercie, je lui laisse la parole. Comme on dirait par chez moi, Ez-Zulf Lawen. Bonjour à vous, mon cœur vous salue. Aujourd'hui, plus particulièrement en cette veille de printemps, et avec le thème aujourd'hui de cette économie régénérative, j'avais envie de vous proposer une petite interprétation d'un mythe de la mythologie amazigh berbère. C'est le mythe du dieu Anzar. Alors, on raconte que par des temps anciens en Afrique du Nord, dans la période pré-islamique, régnait Anzar en maître des cieux et des eaux sacrées. Un jour, ce dieu de la pluie aperçut une belle jeune femme nageant nue dans la rivière. Subjugué par sa beauté, il tomba instantanément, fou amoureux, et se présenta à elle sous la forme d'un éclair. Ô toi plus belle que la lune au reflet d'argent, accepte cette union sacrée de la terre et du ciel que je veux t'offrir. Je t'en supplie, maître des eaux, au front couronné de corail. Je le sais, nous sommes faits l'un pour l'autre, mais je redoute le qu'en dira-t-on. Alors apeurée, elle se refusa à lui, se demandant comment elle, femme terrestre, pourrait s'unir avec lui, un dieu céleste. Anzar, éconduit, se mit alors à assécher la rivière et cessa de déverser ses pluies, providence, ciel, sur la terre, rendant les sols arides et sans vie. أرش الزندي ثمار يا ليل يا ليل يا ليل
أسنت صغر ذي قديمي كنت يزبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش وبالغولة ذنكيني ما يلي غريبة أدفلي سود ثيبورا ثوقيك شمنتي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرا نحجبا أدفلي سود ثيبورا ثوقيك شمنتي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرا نحجبا مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تدسلن مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تدسلن يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا 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 ثماشاهو تدسلن صدق اللي انت بوردا بين كنتي زبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش وبذغول ذنكيني ما يلي غريبة Alors, écoutez, bienvenue pour ce 15e émerveillement matinal. Donc un grand merci à Salima de nous avoir permis effectivement d'avoir ce temps d'ancrage que je propose toujours dans chaque émerveillement. Donc aujourd'hui, je l'ai délégué à Salima. Elle nous aidera aussi à remonter en énergie avant de partir au travail pour un grand nombre d'entre nous. Voilà. Et alors... Pour moi, c'était important de l'inviter parce que tout l'enjeu... Alors, on va peut-être couper le son. Tout l'enjeu pour moi d'un événement comme ça, c'est effectivement de raconter des histoires, de nouvelles histoires, mais aussi d'aller chercher des histoires dans le passé qui peuvent être intéressants par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est terre et économie régénérative. Alors, je ne sais pas d'où vient le son, mais... un grand merci d'abord à mes fidèles partenaires, donc Esprit d'Essence et Zadigacité qui nous invitent dans ce lieu magnifique. Il y a Violaine qui est là, au fond, qui représente aussi... Olivier, ne pouvons pas être là. Mangrove, Céline Varenne-Souchon, aussi partenaire de cœur de cet événement. Et puis, mes partenaires techniques, Muetic et Hirondelle Process pour le graphisme. Voilà, avec Alexis et Axel. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que j'oublie un partenaire important pour moi, qui est Archipel Chiosé. Pourquoi? Parce que l'Archipel Chiosé, c'est mon collectif d'indépendants de cœur. J'ai plein de collectifs, puisque j'ai aussi le CBIOS. Hein. Je sais qu'il y a un représentant qui est en visio aussi. Mais l'Archipel Chiosé, c'est un peu mon collectif de proximité, si je puis dire. C'est des gens qui partagent avec moi la même envie, le même souci, la même philosophie, la même intention d'accompagner le changement dans le sens du vivant. Et c'est cet été, ils ont organisé un séminaire auquel je n'étais pas.
et j'ai lu avec bonheur le manifeste qu'ils ont écrit. Je vais vous lire juste une phrase pour vous comprendre le rapport avec le Schmilblick. Nous relevons le défi de guider les individus, les organisations et les territoires vers des modèles régénératifs. Et encore cette phrase, ensemble, nous avons envie de participer humblement à un changement civilisationnel de relation au vivant, à nos écosystèmes et à l'autre. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de partir de cette idée d'économie régénérative et que j'ai demandé donc à Manon et à Thomas que je vais vous présenter tout à l'heure et qui vont vous faire leur présentation, de parler de la régénération de la Terre. Donc toujours ce réflexe de bio-inspiration d'aller regarder dans le vivant s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous inspirer, nous humains. Et parce que je déteste le human bashing, aller regarder du côté des humains s'il n'y a pas des gens qui peuvent nous inspirer. Voilà. Et je trouve que c'est chouette de voir qu'il y a des gens chez les humains qui peuvent nous inspirer. Cet élément matinal, le concept, juste le rappeler, c'est un temps d'intelligence collective aussi, parce que je crois beaucoup à ça. Donc un temps d'ancrage, on l'a vécu, pour accueillir nos cœurs et nos corps, et un temps pour observer le vivant. Donc Manon aura 15 minutes pour nous entraîner à observer le vivant. Un temps pour être à l'écoute de ce qui se passe en entreprise. Donc Thomas Doé aura 15 minutes pour le faire. Et ensuite, 20 minutes de temps d'échange pour faire le lien entre les deux. Petite innovation, parce que j'apprends de chaque événement. Je demanderai à l'un et à l'autre de réagir à la fin des deux interventions sur ce qui les a touchés dans la présentation de l'autre. Et après, je vous donnerai la parole pour aussi réagir, questionner, mais aussi dire ce que vous pensez et faire les liens entre les deux présentations, parce qu'en fait, c'est à vous de faire les liens. Il y a aussi des experts du sujet dans la salle. Mon ami Fabrice, François-Xavier Pasquier qui est au premier rang, qui aussi travaille ces sujets depuis plusieurs années et qui pourront nous éclairer aussi si besoin. Alors, il faut quand même que je dise que j'ai montré que j'ai un peu travaillé le sujet quand même. C'est quoi l'économie régénérative ? La question, je la reposerai, c'est comment les entreprises peuvent être régénératives en faisant attention aux humains, à leurs clients et à la planète, en laissant la place belle pour les suivants. Donc c'est vrai qu'il y a la question de finalement les déchets qu'on laisse et qu'il serait bien qu'on ne laisse plus, et aussi des matières qu'on utilise pour nos produits, et en prenant en compte que un certain nombre d'entre nous sont finis, donc c'est la question. Et de ne pas être seulement, et ça je reprends une phrase de Manon, de ne pas être seulement dans une attitude de réparer les dégâts des autres ou les nôtres. Et donc la question, c'est finalement changer de paradigme pour changer notre vision, notre manière de faire, de produire. Et je pense que vous me connaissez, il y a plusieurs niveaux dans ce que je fais. Je pense qu'il faut aussi que ce ne soit pas dégénératif pour nous. Donc que nous aussi, on fasse attention à nous et qu'on a le droit de mourir épuisé, mais bon, on n'est pas obligé, quoi. Voilà. Donc voilà, écoutez, bienvenue à tous et à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, il y en a même au Japon, à La Réunion, en Suisse et dans toute la France. Bienvenue à tous ceux qui sont en distanciel. Voilà, vous aurez aussi le temps de poser les questions dans le chat. Donc un temps pour tous, pour interroger le vivant, un temps pour respirer, moi le premier, un temps pour s'inspirer et pour faire de belles rencontres, parce que c'est aussi ça, les meilleures matinales, autour de ce thème de régénération de la Terre et économie régénérative. Voilà, c'est parti. Asseyez-vous. Hop. La zapette. Donc, je vais tout de suite commencer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pardon. Oui, on va l'allumer. Merci beaucoup.
J'ai oublié de vous dire, petite innovation, à côté des viennoiseries et du café, il y a une affiche que j'utilise dans mes séminaires de bio-inspiration. Donc, à la fin du séminaire, si vous voulez dire ce qui vous a touché, ce que vous voulez retenir de ce qu'on a vécu ou ce que ça vous inspire pour votre vie ou pour votre travail, pour votre organisation, ben vous pouvez le laisser en témoignage et puis j'en ferai la synthèse sur les réseaux sociaux. Alors, tiens, je te confie pour la suite. Alors, je suis très chanceux, très honoré de vous présenter Manon Poncato. Voilà, je ne sais plus si tu as fait partie de l'archipel Keosé, mais en tout cas, on se connaît dans ce cadre de ce collectif. Juste te présenter en quelques mots, tu es membre de Naturbanisme. Je me suis beaucoup entraîné pour le répéter. Une association pour la renaturation urbaine. Et ce qui est chouette dans ton parcours, qui m'inspire, ce que j'aurais bien aimé faire le même, c'est après avoir fait une école de commerce, tu as enchaîné avec des études de biologie. Et ton mémoire, en fait, tu l'as fait sur l'application des solutions fondées sur la nature. Et dans les modèles économiques, donc voilà, le lien entre les solutions fondées sur la nature dans les modèles économiques, avec l'intention de trouver des financements permettant à des personnes de se mettre au service de l'équilibre de nos écosystèmes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la régénération de la Terre. Et ben, merci à toi. Merci Alexis. Alors, je travaille effectivement à régénérer les sols, et pas n'importe lesquels, les sols urbains. Parce que justement, ces sols, ils ont longtemps été considérés comme un simple support de culture, quelque chose sur lequel on marche et pas forcément quelque chose de vivant, contrairement au sol agricole où il y a un enjeu de fertilité pour pouvoir produire. Et donc, ces sols ont été quand même bien malmenés, notamment ont pu absorber énormément de polluants. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'envie de mettre plus de nature en ville, mais des sols qui sont pas forcément propices à ça et encore moins à pouvoir faire des projets d'agriculture urbaine. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est de venir sur les projets en amont, analyser les sols, voir qu'est-ce qu'ils ont comme problème, et derrière, trouver des solutions fondées sur la nature pour essayer de les revitaliser. Et pourquoi je travaille avec des solutions fondées sur la nature ? C'est parce que je considère que quand on vient mettre en place des conditions favorables aux vivants, peu importe notre action, peu importe si ça prend du temps, ce sera forcément bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème. Donc en ça, notre action reste intéressante à mettre en place, là où souvent on peut se dire qu'il vaut mieux laisser faire. Donc, pour régénérer un sol, il y a plusieurs étapes importantes. Et c'est de là que la méthodologie peut être inspirante. D'abord, il est important d'identifier les toxiques, donc justement les pollutions, vraiment les caractériser, notamment connaître leur seuil, leur teneur, pour pouvoir réussir à savoir si elles sont toxiques ou pas. Comprendre comment elles se constituent, parce que c'est en comprenant comment elles se constituent que derrière, on peut trouver des solutions naturelles pour les adresser. Après, il y a un grand champ de connaissances qui se trouve dans la science, et lui, il faut aller l'explorer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances qui existent sur le traitement des pollutions par des solutions naturelles, mais très peu de personnes qui les appliquent finalement. Et il y a aussi des systèmes de régulation naturelle qui se mettent en place, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Une fois qu'on a cette connaissance, qu'on sait qu'il y a certaines espèces qui peuvent nous aider à régler le problème, qu'on n'est pas tout seul, eh bien, il est question de les nourrir, en tout cas de les encourager, de les soutenir, ces espèces et leur existence. Donc c'est là où on parle de créer des conditions favorables à ce qu'elles mettent en œuvre, ce qu'elles savent le mieux faire, c'est vivre. Et enfin, il y a une grande étape qui est très très importante, c'est de laisser faire, laisser reposer au moment où on a fait un petit peu d'action et qu'on se dit que finalement on a fait un peu tout ce qui était en notre pouvoir. On ne va pas se prendre pour Dieu, on ne peut pas forcer le vivant à exister. Donc là, il y a un grand moment de repos à laisser faire et ne pas être trop exigeant sur les résultats. Mais ces résultats, n'empêche,
c'est important qu'on puisse les mesurer parce que sinon, derrière, on ne peut pas savoir si... Enfin, la réponse scientifique ne peut pas être vraiment juste si on n'a pas idée de ce qu'on a fait et l'existence de ces espèces. Est-ce qu'elles ont vraiment un impact ou non sur ces pollutions? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, lorsqu'on travaille sur l'analyse de sol, déjà, il est important de partir d'analyse de labo et de réussir à visualiser leur impact. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de structures qui ont travaillé sur des seuils de toxicité et qu'après, ces seuils, on doit les voir apparaître par rapport à chaque toxique pour pouvoir se dire est-ce que ce toxique présent a un impact sur notre santé ou non. Et c'est pour ça, par exemple, quand vous voyez tout ce qui est en rouge, bah là, on peut voir, par exemple, qu'on est sur un sol très pollué. Parce qu'en fait, il y a des molécules toxiques qui sont dans le sol, parfois, mais c'est pas leur présence le problème, c'est leur concentration, leur over-présence, le problème. Parce que, en fait, finalement, tous ces éléments-là, ils sont quand même naturels. La plupart, ils existent, ils n'ont pas forcément été créés par l'homme. Donc c'est pour ça qu'on doit être vigilant sur leur présence. Et en haut, à droite, là-bas, vous pouvez voir que chaque espèce a ses affinités, on va dire, avec certaines molécules. Donc, par exemple, en partant d'une molécule simple qui peut être toxique, eh bien, on peut les dégrader. Donc, c'est le schéma du bas. Et donc là, on va plutôt travailler avec des bactéries ou des champignons qui vont être capables de dégrader, par exemple, des molécules dites organiques, comme les hydrocarbures, qui sont des polluants. Et par contre, on a certaines molécules qui sont inorganiques, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les dégrader. Et là, on va plutôt travailler avec des essences de plantes, donc par exemple des arbres, qui vont être capables de prendre cette molécule et d'aller la complexer avec plein d'autres molécules pour la rendre stable, un peu la fossiliser et donc la rendre moins nocive. Donc c'est comme ça en fait qu'il est important de bien comprendre comment est la structure moléculaire, on va dire, du problème pour pouvoir l'adresser avec les bonnes solutions. Alors après, ça c'est un peu technique, mais c'est justement, allons-y, je suis là pour ça. Je voulais vous montrer des systèmes de régulation naturelle qui existent dans le vivant. Donc par exemple, on peut parler de phytoremédiation à gauche. Il y a différents types de phytoremédiation, mais pour vous dire, en fait, les plantes sont capables de faire énormément de mécanismes, que ce soit dans le sol, dans l'air, avec l'eau, avec des bactéries, qui permettent en fait d'adresser les polluants. Donc on parle par exemple de phytodégradation, quand une plante va s'associer à une bactérie qui va dégrader des hydrocarbures. On va parler de phytoextraction, lorsque c'est une plante qui va adresser cette fois une molécule inorganique et qui va l'absorber parce qu'on n'est pas capable de la dégrader. Et elle va l'accumuler au niveau de ses parties aériennes. Et après, nous, si on a envie que ces polluants ne soient plus sur le sol, il faut extraire cette plante du terrain. Mais voilà, elles font beaucoup de mécanismes comme ça qui sont très intéressants, assez complexes à mettre en place, mais finalement, nous, on a parfois plus d'aisance à travailler avec une plante qu'à travailler avec une bactérie. Parce qu'on la sème, on sait à peu près la cultiver. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à quelles sont les associations entre les plantes et les bactéries, les plantes et les champignons, pour finalement adresser une population que nous, on a du mal à toucher. Ensuite, il y a aussi le phénomène de dégradation. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les micro-organismes, pour pouvoir dégrader, donc les champignons ou les bactéries, ces fameuses molécules organiques, ils ont besoin de conditions favorables à ce que ça se fasse. Et par exemple, ces bactéries, on va les retrouver principalement dans les premiers centimètres du sol, parce que c'est elles, par exemple dans la forêt, qui viennent dégrader les feuilles qui tombent pour en faire de l'humus. Donc ça veut dire que ces bactéries et ces champignons, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'eau. Et donc si on a un sol qui est trop tassé, par exemple, on ne va pas avoir la présence de ces bactéries qui sont capables de faire de la dégradation. Donc ces conditions-là, elles sont très très importantes à mettre en place. Et enfin, dans les régulations naturelles, on a bien sûr les chaînes alimentaires et les échanges de molécules entre les différentes espèces. Donc par exemple, on va avoir des champignons qui vont être capables d'aller capter beaucoup plus loin certains nutriments pour pouvoir les ramener à des plantes en association. On va avoir aussi des espèces qui vont être capables de manger d'autres espèces pour pouvoir finalement traiter des pollutions que les espèces absorbent de plus en plus. Donc on appelle ça la bioaccumulation.
Et en fait, toutes ces choses-là permettent de réfléchir en termes d'échanges dans le sol, et aussi de finalement, parfois certaines espèces qu'on cherche à avoir ont des limites, et donc comment elles peuvent, avec d'autres espèces, dépasser leurs limites. Alors après, nous, quand on veut agir là-dessus, il est question non pas de mettre au monde une bactérie, mais de faire en sorte qu'elle veuille bien venir sur notre terrain. Et donc pour ça, par exemple, on peut faire de la biostimulation. Donc sachant que les bactéries adorent l'azote, on peut leur apporter de la matière organique qui vient par exemple de fumier. Et sachant que les champignons adorent la lignine, on peut apporter des copeaux de bois ou voilà, du bois qui a été fragmenté pour pouvoir leur apporter quelque chose à manger. On peut aussi, bien sûr, travailler sur le fait que le terrain soit autosuffisant dans sa propre production de matière. On ne va pas rapporter tout le temps de la matière. Donc, l'idée, c'est de laisser des espaces soit en libre évolution, soit on va planter volontairement des plantes qui font beaucoup de biomasse, donc qui sont très épaisses, pour que derrière, elles puissent retourner au sol et auto-nourrir le sol. Donc ça, c'est comment on nourrit. Mais après, derrière, il y a aussi comment on protège. Parce qu'en fait, l'action humaine, elle peut nourrir, mais elle peut aussi être délétère, par exemple avec le piétinement ou le fait d'arracher certaines plantes d'intérêt, etc. Et donc pour ça, il est important de définir les zones qu'on cherche à régénérer, les protéger. Donc là, par exemple, ça peut être avec des ganivelles, et informer de la démarche. Donc là, par exemple, c'est tout simplement avec un panneau signalétique pour que les personnes se disent pas « Ah bah j'ai juste un interdit là, donc j'y vais quand même », mais se disent « Ok, je comprends la démarche, je vais laisser ces plantes tranquilles ». Et voilà. Bon, il y avait aussi le temps de pause que j'ai pas indiqué, mais prenons-le. Quand on a fini ce temps de pause, qui est très très long, parce qu'en fait, une fois qu'on a mis en place les conditions favorables, c'est pas fini. Là, il est question d'attendre plusieurs années. Eh bien, on peut mesurer et ajuster. Donc, par exemple, l'ADEME suggère d'avoir des mesures tous les 3 ans. Parce qu'en fait, on peut les faire chaque année, mais on va peut-être pas observer de changement. Et donc, ça peut vraiment décourager certaines démarches. Et quand on parle d'ajustement, c'est que parfois, en voulant bien faire, on a voulu nourrir, mais on a peut-être créé des excès dans le sol. Et ce qui se passe, c'est que les nutriments dans le sol s'équilibrent. Donc parfois, un excès crée une carence ou une incapacité d'assimilation de certaines plantes sur d'autres éléments. Et donc, il faut réussir à redoser, à remettre en place certaines conditions. Donc, en fait, ne pas se dire que parce qu'on a agi une seule fois sur des conditions favorables, eh bien, elles seront suffisantes pour toujours. C'est important parfois de réajuster un petit peu ces choses-là. Et quand je parle de se réjouir, c'est que, en fait, il y a un indicateur qui est absolument génial et exponentiel dans la nature, c'est le retour de la biodiversité. Et en fait, on sait que lorsqu'il y a de la biodiversité, tous les systèmes de régulation naturelle vont plutôt bien se mettre en place. On a beaucoup moins de chances de réussir à dépolluer un sol lorsqu'on a une espèce invasive, même si elle a des très bonnes raisons d'être là, que de régénérer un sol lorsqu'on a déjà beaucoup de biodiversité qui a réussi à revenir un petit peu sur le terrain, parce que malgré les pollutions, il y avait des conditions quand même un peu plus favorables à leur présence. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai mis 15 minutes. Merci beaucoup. On reviendra vers toi, t'inquiète pas. La zapette pour toi. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter, d'abord un grand merci à toi Manon, et puis laissez-moi vous présenter Thomas Lemal. Donc Thomas Lemal, qui es-tu ? Je pense que un certain nombre d'entre nous le connaissent peut-être. Tu es marié, père de 4 enfants, entrepreneur du changement depuis 2015, donc bientôt 10 ans maintenant. Nous, on est amis depuis plus de 23 ans, c'est quand même c'est pas mal. Et tu as cofondé OE, donc OE, que vous connaissez peut-être, la marque activiste du vin, qui vise à transformer l'agriculture, la consommation et l'entreprise au service du bien. Je n'en dis pas plus sur OE, et voilà, je te laisse nous présenter comment justement vous vivez
ce chemin du régénératif chez OE. Merci Alexis, et ravi d'être avec vous ce matin. Je crois qu'il fallait que je réagisse au talk de... Tu peux réagir tout de suite si tu veux. Ah oui, mais sinon je réagis après, mais... Non, mais tu peux réagir tout de suite. Bah, peut-être 2 choses sur le talk de Manon que j'adore, c'est quand même la curiosité que tu nous appelles à avoir pour découvrir les différentes essences, les fonctionnements, ce qui marche pas. Enfin, il y a ce truc un peu itératif que je trouve absolument passionnant à vivre. Et tu mentionnais la question du temps, et quand on se parle, les glaciers fondent. Il y a urgence, on en est tous plus ou moins conscients, et pour autant, il faut réussir à prendre le temps. Et ce truc-là, je trouve qu'il est dur à vivre, et en même temps nécessaire. Et voilà. Merci pour ça. Donc en effet, je suis Thomas, je suis cofondateur d'OE. C'est moi. Boum. Boum. Donc on est une entreprise lyonnaise, on est 21, on a créé OE il y a bientôt 10 ans, avec François-Xavier. On est une entreprise à mission, on est certifié B Corp depuis 2017 et moi je crois qu'au travers de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, on peut faire le bien. Ce que disait Alexis, c'est vraiment notre mission qui est dans nos statuts de transformer la consommation, l'agriculture et l'entreprise au service du bien, et donc c'est ce qu'on essaie de vivre au quotidien et c'est un grand défi. OE, c'est une rencontre avec François-Xavier. Moi, j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal, j'ai fait une formation avec Ticket for Change et HEC pour être entrepreneur du changement. Et donc, je voulais me lancer là-dessus. Et François-Xavier, lui, a porté toute la brique vin. Le vin, c'est 3% de l'agriculture, c'est 20% des pesticides. Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé. On ne le nettoie pas avant d'en faire des bouteilles. La vigne, c'est une énorme monoculture, c'est magnifique. Pour autant, un oiseau ne peut même pas se poser, parce qu'il n'y a même pas un piquet pour se poser. Donc ça pose plein de questions. Il y a des bouteilles de vin lourdes qu'on envoie partout autour de la Terre, qui ne sont pas forcément recyclées. Enfin, voilà, il y a plein de sujets. Mais c'est aussi une rencontre OE que j'ai faite il y a peut-être une 20aine d'années avec une femme qui était en fin de vie et qui me dit, on avait un bel échange, qui me dit je regrette pas le mal que j'ai fait, parce que grosso modo, j'ai pas fait grand-chose de mal, mais je regrette le bien que j'ai pas fait. Et ça m'a vraiment marqué, cette phrase-là. Je me suis dit... qu'est-ce que ça veut dire pour moi en perso, mais aussi en tant qu'entreprise, c'est déjà cool de chercher à faire moins mal, moins de déchets, moins de plastique, moins de burn-out, etc. Mais est-ce qu'on peut chercher à faire le bien? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise? Est-ce qu'on a cette capacité-là? Est-ce que ça ne peut pas se tester? Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire avec OE, donc j'ai mis alliance avec le vivant. Et à chaque fois, on essaie de le faire à la fois sur le côté écologique, biodiversité, et aussi sur le côté humain. On essaie toujours parfois même de se forcer sur le côté humain, là où pour nous c'est plus évident le côté écologique, parce qu'on est dans les vignes, on est avec nos agriculteurs, etc. Et donc depuis bientôt 10 ans maintenant, on ne vend que des vins bio, et on essaie d'accompagner nos vignerons pour aller au-delà du bio, planter des haies, analyser les sols, les mettre en lien, voilà, essayer de cofinancer tout ça, remettre des habitats pour la biodiversité, et sans jamais donner de leçons, mais toujours en essayant toujours d'apprendre et de partager, et de voilà, comprendre ces fonctionnements. On essaye, alors c'est plus pour le côté moins mal, et en même temps c'est très inspiré de la nature, de tout penser de manière circulaire. Là, vous voyez sur la photo, on a un casier avec des bouteilles. Les bouteilles sont consignables, réemployables, donc on peut les réutiliser. Elles sont lavées, on va les ramasser. Je ne vous ai pas dit, mais l'an dernier, on a fait 400 000 bouteilles, la majorité part en CHR, café, hôtel, restaurant, et 95% de nos volumes en restauration sont dans une logique circulaire. Et là, on est en train de rentrer chez France Boisson, donc on va faire la consigne au national. On est la première offre en réemploi au national chez France Boisson, et donc c'est franchement game changer. Les gains en termes d'écologie, c'est 79% de CO2 en moins, 76% d'énergie en moins, 51% d'eau en moins. Donc vraiment, il y a des vrais bénéfices à juste circulariser. Et ça, c'est juste s'inspirer de la nature qui circularise tant et tant de choses, quoi. Ce truc-là de circularité, on l'a aussi, on le rend possible. C'est pas seulement nous, mais c'est aussi parce que on travaille en coopération avec plein d'autres boîtes, plein d'autres acteurs. C'est de l'économie locale, c'est les personnes qui lavent, c'est vraiment des assos parfois qui sont sur les territoires, etc. Et ça, c'est peut-être une posture qu'on essaie d'avoir, qui, je pense, est assez spécifique dans l'économie régénérative, de s'entraider, de commencer sans forcément savoir, mais en se disant, on sent qu'on va aller dans le bon sens, et donc on va le faire ensemble, on va voir quelles seront les contraintes, et on va rendre possible quelque chose, même si aujourd'hui on ne sait pas précisément comment on va le faire.
Et donc ça veut dire ne pas tout planifier. Parfois dans l'entreprise classique, on a cette habitude-là de tout planifier, on a un business plan, tout est verrouillé et on le fait. Là, on sent qu'on va vers la bonne direction et du coup on le fait. Donc c'est peut-être moins tangible, quoi, mais on fait confiance aussi peut-être plus à l'intuition. On essaie de prendre soin, et donc je vous ai dit, on essaie de prendre soin de la biodiversité, d'essayer de cofinancer des choses, etc. Mais je pense qu'on essaie aussi de prendre soin de l'humain. J'ai mis cette photo-là parce que c'est un moment dans l'équipe qui m'a vraiment touché. Tous les ans, on part faire une randonnée d'équipe 2 jours dans la montagne, dans les Bauges ou dans les Alpes. Et l'an dernier, donc il y a vraiment 1 an, quoi, on partait avec toute l'équipe, donc une 20aine de personnes. C'était notre première nuit. Cette fois-ci, on dormait tous sous la tente. Et on a dans l'équipe Fabrice qui a un handicap. Et donc, il a, je sais pas, 43 ans, quelque chose comme ça. C'était la première nuit sous la tente de sa vie et premier feu de camp de sa vie. Et il était face au feu de camp, émerveillé de ce feu d'une énorme simplicité. Et je voyais l'équipe autour de lui émerveillée de le voir s'émerveiller. Et il y avait une sorte de circularité d'émotion. Enfin, c'était à la fois complètement gratuit, complètement simple et en même temps, mais d'une si grande valeur, quoi. Et ça, je trouve ça ouf de pouvoir s'en émerveiller, de vivre ça. Vraiment, Fabrice, il a tellement progressé depuis qu'il est chez nous. Et je dis pas ça pour nous envoyer des fleurs, mais vraiment pour voir à quel point on peut aussi prendre soin de l'humain par l'entreprise. Souvent, on voit l'entreprise comme un rouleau compresseur ou un presse-citron. Et une fois qu'on a pressé le gars, qu'il est parti en burn-out, on passe au suivant et on enchaîne. Et ben, en fait, il y a aussi d'autres schémas possibles. Et juste de s'en rendre compte, je trouve ça franchement plein de potentiel pour nos entreprises, quoi. Prendre soin, j'ai mis aussi ce deuxième visuel aussi parce que notre idée, c'est de réunir les personnes. Le vin, c'est vraiment ce truc-là, au-delà de vendre des bouteilles. Autour de la bouteille, il se passe des rencontres, des rires, des pleurs, des célébrations. Et c'est ce truc-là qu'on vend peut-être au-delà de la bouteille. Et donc, on essaie aussi de créer les rencontres et on va le faire de plus en plus autour de ce qu'on fait pour aussi témoigner ou partager ce qu'on essaie de vivre au travers d'OE. Penser autrement, c'est le Think Different de Steve Jobs. On essaye de penser autrement dans le sens où souvent on va voir des partenaires ou des clients et on leur dit c'est quoi vos défis, comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre, quels sont vos déchets, est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose, penser autrement dans le sens où mon but c'est pas forcément de vendre toujours plus, vendre c'est peut-être plus le fruit de la relation qu'on va créer avec les partenaires. Cet exemple-là, la photo qu'on voit, on travaille avec Accor Hotel. Accor, ils ont des déchets organiques qu'ils confient aux alchimistes. Les alchimistes, ils en font du compost. On a reçu dans notre domaine 70 tonnes de compost là, à Noël. Compost donc dans les vignes dont on fait le vin qu'on sert chez Accor Hotel. Et après, on commence à raconter tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment le fruit de se penser autrement, penser en écosystème et de se dire votre déchet ou votre défaut, nous, c'est une richesse pour nous et on peut en faire quelque chose d'encore plus riche tous ensemble, quoi. Et ça, c'est un exemple, mais toute l'idée pour nous, c'est de passer ça à l'échelle. Alors, c'est très régional, c'est très plein de petites boucles, mais ça a franchement du sens, quoi. Et ça nous permet de créer de la valeur nouvelle. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, et peut-être plus même en termes de business dans l'économie régénérative, c'est que on crée de la nouvelle valeur, y compris financière, quoi. Là, par exemple, l'exemple d'Accor, en faisant ces boucles-là avec les alchimistes, on leur offre des leviers de communication qu'ils n'ont jamais eu auparavant, qui sont très tangibles, très vrais. On fait la même avec le groupe Bertrand, c'est un peu différent, mais le groupe Bertrand, il flèche chez nous pendant 3 ans 100% de leur budget biodiversité pour des actions. Donc le groupe Bertrand, c'est le premier groupe de restauration en France, qu'ont les grandes brasseries parisiennes, par exemple. Donc pendant 3 ans, ils flèchent leur budget biodiversité chez nous pour des actions précises dans les vignes, dont on fait le vin, qu'on sert chez eux. Et pareil, on raconte tout ça. Et sur les cartes, ils peuvent indiquer pourquoi ils servent OE. Donc nous, on vend plus parce qu'on est plus mis en avant. Eux, ça raconte leur histoire et leurs engagements. Nos vins deviennent le reflet de leurs engagements et pas juste des bonnes bouteilles de vin bio. Et donc on a réussi, juste en travaillant en coopération, à créer de la valeur nouvelle qui est vraiment tangible. On peut vendre nous plus cher. Eux fidélisent leurs clients. L'histoire, elle est riche. Et on sait, ou en tout cas, ils savent que sur ces enjeux de biodiversité, d'engagement, ils veulent y aller, mais ils ne savent pas forcément comment le communiquer. Et nous, on devient un bon levier
de communication pour eux. Donc vraiment, on leur offre un vrai service, quoi. Et ce point-là de création de valeur nouvelle, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'on pourrait voir l'économie régénérative comme juste on va faire le bien, on va faire du handicap, etc. Et donc c'est un peu des contraintes, c'est un peu des budgets. Alors qu'en vrai, il y a vraiment de la croissance, la bonne croissance à aller chercher, il y a de la joie à aller chercher, il y a du flux à aller chercher. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de bon, y compris pour l'entreprise, y compris pour le PNL, quoi. Coopérer, je l'ai un peu mentionné ici ou là, il y a une posture qu'on essaie d'avoir chez OE et je vois qu'elle porte des fruits dans notre sujet de régénération. C'est vraiment autour de la gratuité. C'est typiquement ce qu'on vit ce matin, c'est prendre le temps, échanger, apprendre des uns des autres, inviter d'autres gens à venir chez nous, nous-mêmes aller chez d'autres pour voir qu'est-ce qu'ils font de bien ou de moins bien, etc. Il y a vraiment ce truc de partage. Nous, par exemple, on est plutôt bon sur ces histoires de zéro déchet, de circularité. On a fait un livre blanc avec toutes nos bonnes pratiques, tous nos fournisseurs, et on a donné accès à ça à toute la filière vin. L'idée, c'est qu'ils nous copient. Alors, c'est un peu, on se tire une balle dans le pied parce que c'est un de nos avantages concurrentiels. Pour autant, nous, ça nous pousse à aller encore un cran plus loin. Et en vrai, on a créé tout ça pour qu'on nous copie et pour qu'on transforme l'ensemble, quoi. Mais c'est vrai que quand quelqu'un d'autre se met à la consigne, moi, ça me chatouille toujours. Je me dis, oulala, qu'est-ce que moi je vais devenir, quoi ? Qu'est-ce que nous on va devenir ? Mais pour autant, c'est une vraie bonne chose et je pense qu'il faut parfois se forcer à coopérer et vraiment quitter ce mindset de si tu gagnes, je perds. Mais si on se bataille vraiment pour des causes qui nous dépassent, eh bien, si tu gagnes, je gagne aussi. Enfin, on va gagner ensemble, en fait. Et comment je peux t'aider à gagner ? Et moi aussi, je vais gagner d'un autre biais. Et ce truc-là a vraiment énormément de valeur. Mais il n'est pas si simple, parce qu'on n'est pas éduqué à ça, c'est pas notre mindset premier. Et peut-être un dernier point, mais qui rejoint aussi ta conclusion, Manon, c'est autour de l'émerveillement. On crée de la valeur nouvelle, il y a quelque chose de très simple, quand je vous donnais l'exemple de Fabrice et de ce feu, mais c'est vraiment des choses ultra simple. Là, par exemple, hier, j'ai Julie de l'équipe qui gère tout l'entrepôt, tout ce qui part de l'entrepôt, qui vient me chercher un peu en courant et me dit Thomas, viens voir. Et là, je vois un gars avec son gros vélo cargo qui charge les essences d'OE, qui sont des sodas botaniques qu'on a fait dans son vélo. Tout est en casier, il n'y a plus de carton, plus de scotch, plus de film plastique. Le gars part à vélo, ça part à l'Intercontinental de Lyon. C'est que des plantes bio qui régénèrent les sols. Enfin, le truc est clean sur toute la ligne. Et je dis vraiment pas ça pour dire qu'on est parfait, loin de là, mais juste que de voir ça, c'est tellement génial, quoi. Et l'équipe s'en émerveille. Il y a de la joie quand on voit Fabrice qui est d'une si grande simplicité et grande vulnérabilité aussi. Ça met de la joie dans l'équipe. Et ce truc-là, il a énormément de valeur aussi pour les équipes. Tellement souvent, je vois des grands groupes qui disent mais on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à fidéliser nos talents, etc. Et juste de bien faire ou faire le bien génère ce truc pour lequel ils mettent des budgets colossaux, quoi. Et donc, il faut peut-être juste réaffecter les budgets aux bonnes choses et bizarrement, les talents vont rester et s'émerveiller et s'épanouir aussi, quoi. Donc, il y a quelque chose aussi de très joyeux, simple, qui est beau à aller chercher et qui est bon à aller chercher, y compris bon pour le PNL. Merci à tous. Un grand merci. Là, du coup, est-ce que tu veux réagir ? Oui. Je trouve que dans cette démarche, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de faire de l'économie circulaire, vous avez une envie, on a l'impression que vous avez une envie de faire du territoire. Et en fait, je trouve que justement réfléchir en archipel ou réfléchir en écosystème plus que en grandes idées pour la transition écologique, ça a souvent beaucoup plus de sens. Donc bravo pour ça. Eh bien, merci à tous les deux, vraiment. Maintenant, c'est votre temps. Donc, les personnes qui sont à distance, vous pouvez poser des questions dans le chat ou des réactions dans le chat que je prendrai le temps de lire et de poser à nos deux intervenants. Et puis, aussi, les gens aussi dans la salle pourront y répondre. Mais du coup, voilà, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à prendre la parole ? En tout cas, c'est votre moment. Voilà, si vous voulez réagir, dire un mot, c'est parti. Bonjour. Bon, ça marche ? Ouais.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde. Merci pour vos interventions, Guillaume de l'Archipel Kyosei. Moi, je travaille avec les entreprises beaucoup sur l'économie circulaire et l'idée, c'est d'essayer de convaincre et de faire comprendre que ça a des co-bénéfices économiques. Alors, tu nous parlais de PNL, mais est-ce que tu as des exemples plus concrets sur OE ou autres d'ailleurs qui permettent de prouver que ça marche, effectivement, et qu'on peut concilier économie, pérennité économique et écologie? Ouais, bonne question, merci beaucoup. J'ai plusieurs exemples concrets. Par exemple, premier, très très simple. Sur nos vins, il n'y a pas de capsule. Vous savez, la capsule sur le vin, en fait, c'est pas de l'aluminium, c'est du complexe d'aluminium. C'est de la colle, du PVC et de l'alu mélangé, ça se recycle pas. Nous, on l'a enlevé. Il y a des milliards de capsules qui partent tous les ans sur le marché. Rien que de l'enlever, on gagne quelques centimes et donc c'est plus rentable. Quand on bosse sur le zéro déchet, il n'y a plus de carton, on gagne, je sais pas, 20 centimes et du coup, on est plus rentable. Il y a ça. Sur la circularité, donc on est les premiers dans le vin à avoir relancé la consigne. Au début, ça nous coûtait, et en temps et tout en achat, les volumes étaient petits, rien n'était optimisé, etc. Déjà maintenant, enfin depuis 1 an, nos bouteilles lavées nous coûtent moins cher que les bouteilles neuves, donc on est plus rentable. Voilà. Et des exemples comme ça, on pourrait en trouver plusieurs. On ne serait pas rentré chez Accor-Hôtel si on n'avait pas toute cette dynamique-là. Le vin, c'est un marché qui est complètement saturé, et donc d'apporter de la circularité, de la régénération, etc., nous permet aussi de rentrer dans des nouveaux marchés. Ce n'est pas forcément le sujet de rentabilité, mais plus de chiffre d'affaires, de croissance. Voilà, c'est des exemples. Moi, je voulais, donc je suis Céline de Mangrove. Du coup, je voulais partager quelque chose quand je suis intervenue avec Christophe Fargier à une conférence avec des acteurs du médico-social. Et en fait, dans la salle, il y avait France Addiction. Et du coup, Christophe parlait de tout ce qui fait de l'engagement absolument génial, d'économie circulaire et tout. Donc, il parle du prendre soin. Et enfin, je pense que là, on est tous comme des acteurs assez engagés. Donc, on y va. On est sincèrement, autour de ces mots-là. Et la dame de France Addiction est un peu attaquée en disant « Mais comment pouvez-vous parler de prendre soin ?» Et Christophe a réagi en disant vous êtes là aussi pour nous dire parfois jusqu'où on doit aller. Et dans les mots, parfois, parce qu'on est engagé, on va loin. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça d'une humilité extraordinaire, sa réaction. Et c'est vrai que du coup, est-ce que c'est des choses qu'on vous renvoie? Est-ce que c'est comment vous réagissez à ça? Cette notion de convivialité, mais voilà, le produit en lui-même, il est vertueux, enfin, dans sa façon de faire et tout. Mais du coup, voilà, c'est une question de comment vous répondez à ces questions-là sur le produit en tant que tel. Oui, merci. J'ai un très bon ami aussi qui bosse à fond sur la régénération et qui me dit mon frère a un vrai problème d'alcoolisme et du coup j'ai du mal avec ton business, quoi. Et franchement, il a grave raison. En fait, on s'est posé double question. C'était ça depuis 2-3 ans. Vraiment ce sujet-là, comment être dans tous les moments de joie avec ou sans alcool. Et est-ce que vraiment, si on pousse notre business model à fond, et parfois on fait cet exercice-là, qu'est-ce qui se passe si vraiment on pousse mon truc à fond? Est-ce que vraiment je veux que tout le temps on boive de l'alcool, du vin, plus de vin, encore plus de vin? Donc il y avait vraiment ces questions-là. Et puis l'autre, c'est comment, de ce qu'on peut créer, on peut être encore plus régénératif, pousser le vivant, etc. Et du coup, on a lancé, là en janvier, on a eu le prix d'innovation du CIRA pour les essences d'OE. Et donc, je ne viens pas faire la pub du produit, mais dans nos domaines et ceux de nos vignerons, on plante des plantes pour régénérer les sols et la biodiversité. De ces plantes, de ces essences, on fait les essences d'OE qui sont des sodas botaniques, bio, pétillants, sans alcool. Voilà. Et donc ça, c'est notre réponse à ça pour justement pas uniquement pousser le vin. Et là, mon exemple à l'Intercontinental, c'était justement 500 bouteilles d'essence d'OE qui partaient chez eux. Et mon but, ce serait qu'on vende quasi plus d'essence d'OE que finalement de vin. Et c'est aussi pour le business, c'est aussi d'ouvrir les services. Là, ce que je vous mentionnais avec le groupe Bertrand ou Accor-Hôtel, on commence à vendre des services. Et donc, c'est aussi de ne pas être dépendant de plus d'alcool pour que l'entreprise puisse être pérenne, mais d'avoir d'autres facettes aussi dans ce qu'on propose. Mais c'est une question nécessaire, effectivement. Merci. Alors, avant de repasser la question, je voudrais juste prendre quelques réactions du chat.
Donc, une réaction d'Olivier Schaeffer donc du CBIOS, dont je fais partie, qui est le Centre français du biomimétisme. Donc, on remercie Marnon pour ta chouette intervention sur la régénération des sols. Ça me parle beaucoup. Quelques références utiles sur les sols. Pour la bonne connaissance des sols, la référence, le livre très complet de Marc-André Sellos, L'origine du monde, Actes Sud. Pour les diagnostics des sols, évidemment, le laboratoire LAMS, créé par Claude et Lydia Bourguignon. Et ensuite, et pour la remédiation, avec des solutions bio-inspirées de dépollution des sols à grande échelle, notamment au site industriel, la société créée par Gilles Burban, IFEN, je ne sais pas si tu connais, et plein d'autres choses. Ça bouge sur le SFN et les SIN, solutions inspirées de la nature. Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, ou voilà, pas forcément. Et ensuite, j'ai une autre question pour Oé, c'est une question de Serge Manque-Joubert, que je salue. Est-ce qu'Oé envisage une représentation du vivant, autre espèce, écosystème, génération future, la Terre, au CA? Et si oui, comment? Voilà, c'est un peu... Bonne question, on l'a pas mis la nature au CA, on est en train de repenser un peu tout le schéma capitalistique pour les années qui viennent, et entre autres là-dessus on s'inspire de modèles de Patagonia, et FX Pasquier nous aide aussi pas mal là-dessus. L'idée étant de tendre vers ce qu'on appelle le steward ownership, en utilisant les bénéfices de l'entreprise pour racheter petit à petit tout l'actionnariat, y compris les fondateurs, et donc nous, comme les limites planétaires, on capte nos gains. C'est ce vers quoi on veut tendre, je ne sais pas si on va réussir à ça. Et je mentionne le capital parce que le board et le capital c'est souvent lié, et donc l'idée c'est que notre capital reflète vraiment ce qu'on veut porter et ancre ce qu'on veut porter. Donc oui en partie et non, mais, enfin c'est pas encore fait, mais en tout cas on est vraiment dans ce mouvement-là, effectivement. Voilà. D'autres questions dans la salle? Virginie. Ah. Oui, c'est bon. Alors d'abord pour dire que j'ai bien apprécié l'intervention de Manon. Donc je suis Philippe Neymarck, je travaille à la DRETS. Donc j'ai apprécié l'intervention de Manon, surtout dans sa capacité, dans la démonstration qu'elle a faite de la capacité du sol à être robuste. Donc cette notion de robustesse, je fais référence à Olivier Amand, que vous connaissez sans doute. Voilà, donc cette notion qui est en fait de robustesse, moi que j'ai compris ça, c'est le temps et l'équilibre. Voilà, on fait un peu avec les deux. Et là, je renvoie à Thomas. Comment tu gères, parce que toi aussi, ton modèle, il est robuste. Enfin, mais malgré tout, tu es dans une entreprise et il te faut être un peu performant. Il faut pouvoir. Comment tu gères le temps, qui est, me semble-t-il, c'est toi qui as posé la question tout à l'heure. On n'a pas de joker, c'est ça. Vous mettez le doigt sur une question qui est rude pour nous, mais qui est vraiment très vivante. On essaie de vraiment prendre par les cornes, quoi. À la fois, il y a urgence climatique et on veut être nerveux là-dessus. En même temps, on est dans le cycle de saison, et donc des exemples très concrets, tous nos tableaux, tous nos suivis, on n'est pas en T1, T2, T3, T4, mais printemps, été, automne, hiver, et mine de rien, on met de la saison un peu partout. On doit être performant, c'est vrai, en tout cas en ce moment, pour bien être à l'équilibre, pour que la boîte fonctionne, etc. Et en même temps, peut-être la posture qu'on veut avoir, c'est de ne pas chercher l'exponentiel, l'ultra-croissance, le toujours plus, mais de construire intelligemment. Et donc parfois, ça prend plus de temps. Pour autant, le monde du vin est bien chatouillé, et donc c'est vrai que on essaie d'être très performant sur lancer les essences, parce que c'est aussi d'autres marchés pour nous, d'autres relais de croissance ou de stabilité. Mais c'est vraiment un sujet qui est pas simple, surtout en start-up. J'ai l'impression que c'est plus simple pour peut-être une entreprise qui est plus installée, qui est plus peut-être équilibrée. J'ai l'impression, peut-être que je dis ça parce que j'y suis pas, donc la baie plus verte en face. Et peut-être un point, c'est qu'on en parle beaucoup, pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment, est-ce qu'il y a des sujets où il faut être ultra performant et des sujets où on peut prendre plus de temps. Tout n'est pas forcément mis à la même enseigne, quoi. Virginie. Oui, moi j'ai une question pour Manon.
Je voulais savoir si tu avais un exemple à nous donner sur Lyon ou peut-être dans une autre ville où justement tu as pu mettre en place avec des équipes ces 4 étapes que tu nous as présentées pour le rendre encore plus concret. Merci. Oui. Alors, il y a un exemple, c'est dans une résidence sociale de Lyon Métropole Habitat à Vaux-en-Velin. Et en fait, typiquement, c'est une résidence qui a été livrée. Et lors de sa livraison, ils ont enlevé la terre du fond du bâtiment pour aller l'étaler à côté et faire un espace à peu près de 1000 m². Et ils avaient pour idée de faire un verger, en fait, sur cet espace-là. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas forcément anticipé, c'est que cette terre de fond était polluée. Mais pas des pollutions extrêmes, juste au-dessus des seuils, mais n'empêche que la terre était pas non plus à jeter, c'était pas des déchets dangereux, quoi. Mais par contre, pour faire de l'agriculture, ça c'était pas compatible. Et donc, depuis 3 ans maintenant, je travaillais déjà sur ce projet-là quand j'étais chez Biomed. J'ai continué ensuite en donnant des cours à l'Université Lyon 2 avec des étudiants. En fait, on participe à la régénération de ce sol et on a testé plusieurs techniques pour justement nourrir plusieurs types plusieurs taxons d'espèces, donc à la base des plantes, puis après ça a été des bactéries, des champignons. Et justement là, on a fait une première mesure après ces 3 ans. Et cette mesure, elle a juste montré qu'on avait recréé les conditions favorables à. Mais on n'a pas encore des résultats sur la diminution des pollutions. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que on pourrait dire que ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus, pourquoi ça avance pas? Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ils avaient quand même cette envie de mettre en place une dynamique de aller au jardin, créer un collectif d'habitants, habitantes qui peuvent déjà commencer à se réunir là-bas et jardiner, en fait, ils ont mis en place un petit espace de jardinage hors sol. Donc ils ont recouvert une placette, ils ont fait des cheminements PMR, ils ont mis des bacs surélevés pour pouvoir avoir quand même, avec un petit cabanon, etc., pour pouvoir quand même commencer à faire venir les gens au jardin. Et on a justement délimité tout le reste de la zone pour pouvoir faire cette régénération. Et on a même commencé à mettre des arbustes, des arbres et même des arbres fruitiers, parce qu'en fait on se dit que le temps que ces arbres commencent à faire les premiers fruits, en fait le fait de régénérer va pouvoir peut-être, en fait on va peut-être arriver sur une courbe qui est favorable. Et il y a une autre chose aussi qui est possible, c'est que lorsqu'on met des plantes pérennes, donc justement pas des annuelles qu'on change chaque année, mais des arbres ou des vivaces, en fait on peut avoir une récolte qui va être répétable d'une année sur l'autre. Donc si à la première récolte on fait des analyses de denrées et qu'on arrive à voir qu'en fait finalement elles n'ont pas absorbé tant de polluants que ça, et bien derrière on peut se dire en fait on peut quand même consommer les fruits ou les légumes qui ont poussé là, quoi. Enfin plutôt les herbes et les fruits. Voilà. Donc voilà un exemple très concret de ce qu'on peut faire et qui permet de réunir tous les objectifs. Alors, il y a plein de questions. Alors, écoutez, je crois que c'est toi d'abord. Merci. C'est une question pour Roé, mais je viens d'une famille de grands amateurs de vin. Et il y a un truc que je remarque, c'est il y a beaucoup de buveurs d'étiquettes. Donc on veut un Meursault, on veut un château, un machin. Comment est-ce que vous faites pour créer la désirabilité d'un projet, d'une marque qui est totalement inconnue, en tout cas qui n'est pas connue des grands buveurs, si je peux me permettre, hein. Peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas j'en ai pas connaissance. Et comment est-ce que, voilà, parce que vous êtes rentré dans des grands hôtels et vous êtes référencé partout. Comment est-ce que vous créez l'envie pour un buveur entre un nom qu'il connaît et un nom qu'il connaît pas, quoi? Vraiment une question marketing, mais pour le coup, on s'adresse peut-être pas aux mêmes personnes. On est typiquement pas trop chez les cavistes qui sont un peu niches, qui veulent justement tel petit vigneron, etc., ou tel grand vigneron d'ailleurs. On s'adresse plutôt au vrai grand public qui aime les marques, qui a des Veja, qui aime Patagonia, enfin un peu ce truc grand public engagé, quoi, à qui on parle bien et à qui le monde du vin parle peu, en vrai, parce qu'il est un petit peu dans sa bulle, quoi. Et on essaie de marketer ça sur les réseaux, essayer de raconter tout ce qu'on fait sur les réseaux. On peut scanner la bouteille, puis il y a directement le vigneron qui vous parle. Enfin, on a toute une expérience comme ça qui parle plus à la jeune génération, et des énormes guillemets, plutôt qu'aux ultra experts du vin.
alors, les grands du vin nous connaissent parce qu'on est quand même depuis longtemps dans le monde du vin, mais effectivement, voilà, c'est un peu notre cible est différente, quoi. Axel ? Grand merci pour vos présentations. Moi, c'est 3 commentaires. Je suis désolé, c'est pas des questions, mais je voulais réagir. Tout d'abord, vous dire que là, c'est plutôt pour OE, à l'heure où les financements publics sont vraiment revus à la baisse sur la préservation de la biodive. C'est vraiment rassurant, et je le dis aussi à l'assistance, d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des entrepreneuses, des entrepreneurs qui s'engagent. Et c'est de plus en plus. Et aujourd'hui, alors, on est très très loin de compenser la baisse des financements publics, mais c'est chouette. Et donc, il faut absolument pas que vous lâchiez. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est une petite remarque, mais je pensais notamment à Manon. Avant de régénérer, il faut quand même toujours qu'on se dise que éviter et réduire, c'est bien. Et parce que régénérer, le terme dit bien ce que ça veut dire. On n'arrivera jamais à ce que c'était auparavant, même si on y met toute notre énergie et tout l'investissement possible, on retrouvera jamais l'écosystème naturel. Donc, rappelez-vous toujours que toute empreinte, elle est là, quoi, et elle est là pour toujours. Et puis, pour finir, peut-être troisième commentaire, nous on travaille, moi je suis le directeur du conservatoire d'espaces naturels, et c'est vrai qu'on s'occupe plutôt des hotspots de la biodiversité, de gros terrains de jeu avec des écosystèmes de dingue, des habitats magnifiques. Mais c'est vrai, la biodiversité, elle est là aussi. Elle est en ville, elle est y compris sur des terrains qui ont été artificialisés, pollués, imperméabilisés. Et là aussi, il faut agir à bloc pour désartificialiser, désimperméabiliser. Et bien sûr qu'on n'arrivera pas sur un espace naturel sensible en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand bien même, on aura un retour de la biodive. Et donc, ce que vous faites, c'est hyper essentiel aussi. Et il faut qu'on le fasse savoir aussi aux acteurs publics. Chaque mètre carré gagné, c'est un mètre carré qui est gagné, quoi. Voilà. Mais en tout cas, grand merci à vous deux pour votre engagement. Alors, c'est 9h. On va devoir... Est-ce que, FX, tu voudrais dire un petit mot, ou Fabrice, ou non? Après, d'accord. Ok. Je t'en prie. Écoutez... Voilà, j'aime être ponctuel, et surtout qu'il y a Saïma qui va revenir danser et nous finir son histoire. Donc, soyons ponctuels. Un grand merci à nos 2 intervenants. Un grand merci à vous tous d'avoir été présents et à ceux qui sont loin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Meilleur Matinal début juillet. Donc, ce n'est ni la date ni le sujet confirmé, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est de vous proposer un sujet que je voulais pas proposer tout de suite parce que l'ambiance n'y était pas, mais je voulais vous proposer d'explorer le monde des conflits et comment les conflits sont gérés dans la nature, comment les oiseaux font pour gérer les conflits, les mammifères entre eux, etc. Et comment ils arrivent à la paix, en fait. Et finalement, de l'autre côté, comment gérer les conflits, comment développer une culture pour ne plus avoir peur des conflits. Voilà ce que j'aimerais aller explorer et vous proposer pour le prochain émerveillement matinal. Voilà, écoutez, je laisse la place. Je veux bien vous m'aider pour redonner de la place pour notre ami Saïma. Et puis, voilà. Quant à la jeune femme, une fois au village, elle raconta ce qui venait de lui arriver et au lieu d'être critiquée comme elle le pressentait, ses noces sacrées avec le dieu Anzar allaient rapidement se préparer. Elle fut parée de ses plus beaux atours et on noua à sa taille des rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le cortège nuptial gravit la montagne dans une procession joyeuse
et sacrée. Quand soudain apparut Anzar, qui emmena sa belle fiancée sur ses ailes royales. On raconte qu'une fois dans les cieux, Anzar apprit à sa douce à tisser des colliers de pluie, à faire des perles de rosée, si bien qu'elle se mettait à danser tout autour de lui dans un élan de joie, avec ses rubans chatoyants. Anzar, tout joyeux et ravi, recommença à déverser ses eaux sacrées sur cette terre aride, qui se mit instantanément à refleurir, ornant les paysages d'un magnifique manteau de verdure salvatrice. Et aujourd'hui, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, après la pluie, on dit chez les Amazirs, les Berbères, que c'est la fiancée d'Anzar qui a dansé pour lui et qui nous fait un clin d'œil. Et aujourd'hui, ce rituel d'Anzar persiste, perdure, pour rappeler l'abondance après la sécheresse dans différentes parts d'Afrique du Nord, chez les Berbères, notamment en Kabylie, d'où je viens. هذه يا سليسة هذه يا